Il avait attaqué 2 surveillants pénitentiaires au nom de l'État islamique à la prison de Condé-sur-Sarthe, puis s'était retranché dans une unité de vie familiale pendant 10 heures en 2019. Mickaël Chiolo est jugé depuis le 2 juin à la Cour d'assises spéciale de Paris pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. À ses côtés, 4 complices présumés, 3 d'entre eux étaient détenus au sein du même établissement lors de l'attaque. Ils sont soupçonnés de l'avoir aidé à planifier la violente agression en 2019 alors qu'ils se fréquentaient en détention. Si ces détenus étaient rassemblés dans un quartier spécifique de la prison, c'est parce qu'ils avaient des profils similaires. Tous présentaient, selon l'administration pénitentiaire, des signes de radicalisation. Comment les prisons prennent-elles en charge les détenus radicalisés ? Comment les conditions de détention s'adaptent-elles à ce type de profil particulier ? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Elisa Fernandez. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Bonjour Marc Ecker. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IFRI, chercheur au Centre des études de sécurité. Merci d'être avec nous. Dans un instant, ensemble, nous allons revenir sur les conditions d'incarcération et la prise en charge de ces détenus radicalisés. Mais tout d'abord, rappel des faits. Elisa, nous sommes donc le 5 mars 2019 au matin. 2 surveillants sont violemment agressés par un détenu et sa compagne. Ça se déroule au sein de la prison de Condé-sur-Sarthe. Oui, en 2019, Mickaël Chiolo purge une peine de 30 ans de réclusion. Et un mois avant l'attaque, en février, il a réservé une unité de vie familiale, une UVF. Il s'agit d'une sorte d'appartement sécurisé au sein même de la prison que les détenus peuvent demander à réserver lorsqu'ils souhaitent par exemple retrouver leur famille pendant quelques heures. Sa compagne et lui se trouvent donc à ce moment-là à l'intérieur de cette UVF le matin du 5 mars lorsque le couple contacte le poste de contrôle de la prison et à travers l'interphone, Mickaël Chiolo explique que sa conjointe qui s'appelle Hanan Aboulana ne se sent pas très bien. Il dit que c'est parce qu'elle est enceinte et il demande à mettre fin à leur rendez-vous et à quitter l'unité de vie familiale. À ce moment-là, il est environ 9h du matin. 2 surveillants vont se rendre dans le couloir réservé aux UVF et lorsqu'ils ouvrent la porte, le couple se jette sur eux. Il s'en prend violemment aux surveillants avec des couteaux en céramique. L'un des 2 sera blessé au niveau de la tête et du torse. Il dira aux enquêteurs par la suite que pendant l'agression, Mickaël Chiolo tente de ramener sa tête vers l'arrière et qu'il avait selon lui l'intention de l'égorger. L'autre surveillant, pour sa part, reçoit des coups à l'abdomen et au thorax. Finalement, l'un des 2 arrive à se saisir de l'un des couteaux, il va le pointer vers les assaillants et Mickaël Chiolo, en réaction, il va tirer sa compagne vers l'arrière et s'enfermer avec elle dans l'UVF. Les surveillants en profitent pour s'éloigner dans le couloir, ils vont être pris en charge par les secours. Conséquence, le détenu et sa compagne sont donc retranchés à l'intérieur de l'unité de vie familiale. Le RAID est appelé en renfort. Oui, cette unité d'élite, elle a l'habitude d'intervenir dans ce type de situation. Elle va arriver à Condé-sur-Sarthe aux alentours de 12h30 et à partir de ce moment-là va s'engager tout un dialogue entre les policiers et Mickaël Chiolo, non pas face à face bien sûr puisqu'on l'a dit il est retranché, mais à travers l'interphone. Au cours de cet échange, le détenu va revendiquer son geste, il dit avoir commis cette agression au nom de l'État islamique. Il précise aussi qu'il est passé à l'acte pour venger Cherif Chekhat. Cherif Chekhat, on s'en rappelle, c'est le terroriste qui avait commis un attentat au marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018 et il avait été le lendemain abattu par la police lors d'un échange de tirs. Les policiers du RAID vont essayer de négocier avec Mickaël Chiolo pendant presque 7 heures, mais ce dernier refuse de se rendre. Ils vont donc lancer l'assaut vers 19h30 et ils vont pénétrer dans l'UVF. Là, ils sont à leur tour agressés par le couple qui va utiliser les mêmes couteaux en céramique, qui va aussi lancer de l'acide sulfurique qu'Hanan Aboulana aurait réussi à apporter au sein de la prison, tout comme les couteaux d'ailleurs. En réponse, les policiers vont ouvrir le feu. Mickaël Chiolo est blessé au niveau de la tête et sa compagne, elle va mourir au cours de cet assaut. Plus tard, le détenu va être entendu par les enquêteurs. Oui, il va livrer plusieurs éléments. Déjà, il va réitérer ses revendications. Il répète qu'il a bien agi au nom de l'État islamique. Il va révéler aussi que son objectif final, c'était de tuer Jean-Paul Chaput. Jean-Paul Chaput, c'est le directeur de la prison de Condé-sur-Sarthe à l'époque. Et le détenu voulait faire en sorte que ce dernier entre dans l'UVF.
pour ensuite le décapiter. C'est ce qu'il va dire aux enquêteurs. Autre point que les investigations vont révéler, plusieurs jours avant de passer à l'acte, Michael Chiolo avait eu des échanges avec d'autres détenus au sein d'une salle de convivialité dans la prison. Des micros avaient été installés dans cette salle par les renseignements pénitentiaires et des morceaux de discussion ont été enregistrés. Le juge d'instruction estime que ces extraits montrent que Michael Chiolo a évoqué son projet d'attaque auprès d'autres détenus. Ce sont les mêmes détenus qui sont jugés à ses côtés depuis le 2 juin. Alors, l'un des points sur lesquels se penche la Cour à ce procès, c'est la personnalité de Michael Chiolo. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des faits, il purgeait, on l'a dit, une peine de 30 ans de réclusion pour un violent cambriolage dans lequel un homme était mort en 2012 après avoir été séquestré et torturé. Et il semblerait que ce soit en détention qu'il s'est radicalisé. Il a noué notamment une relation épistolaire avec Cherif Cheikat, dont on a parlé un peu plus tôt, qui a fini par commettre l'attentat de Strasbourg en 2018. Autre épisode dans lequel Michael Chiolo s'est fait remarquer, au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, il est emprisonné à Mulhouse et sur l'heure de la promenade, il va inciter ses codétenus à rejouer les attaques du Bataclan. Pour ces faits, il avait été condamné à 1 an de réclusion. Pour son avocat, maître Romain Ruiz, le procès qui s'est ouvert lundi doit aussi être, je cite, celui de la prison, tout simplement parce que selon lui, c'est le système carcéral qui a transformé son client. Pour résumer, il estime que c'est en prison que Michael Chiolo s'est véritablement radicalisé. Et il pointe du doigt la faillite du système. Michael Chiolo, de son côté, il reconnaît tous les faits et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Elisa pour ce récit. Marc Ecker, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IFRI, chercheur au Centre des études de sécurité et par ailleurs vous avez signé récemment un roman-essai, Daesh au pays des merveilles, paru aux éditions Spinel. Première question assez large, mais concrètement, où sont incarcérés ces détenus considérés, qualifiés de radicalisés? Est-ce qu'il y a des quartiers spéciaux au sein de nos prisons? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle un modèle mixte. Alors, un modèle mixte par rapport à quoi? Par rapport à 2 idéotypes. D'un côté, un modèle de dispersion de ces détenus. L'idée de la dispersion, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se regrouper pour constituer des associations de malfaiteurs terroristes entre eux et planifier des attentats. Et de l'autre côté, un modèle de regroupement. Là, l'idée, c'est au contraire de mettre ces détenus ensemble, de les séparer du reste de la détention pour éviter les phénomènes de prosélytisme et de radicalisation en prison. Donc selon les pays, vous avez soit l'un, soit l'autre. Et en France, on a un modèle qui est donc mixte, c'est-à-dire qu'il y a un système d'évaluation qui est mis en place dans des quartiers dédiés, des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il y en a 5 en France. Et à l'issue de cette évaluation, qui dure à peu près 4 mois, un petit peu moins de 4 mois, à l'issue de cette évaluation, en fonction du profil, l'individu va être orienté soit vers des quartiers d'isolement pour les plus radicalisés, les plus dangereux, soit à l'autre bout du spectre vers la détention ordinaire, c'est-à-dire que là, justement, ils sont dispatchés un peu partout en France avec des détenus, entre guillemets, de droit commun. Et puis, entre les deux, il y a des personnes qui sont considérées comme radicalisées, mais accessibles à une prise en charge, et qui sont orientées vers des QPR, des quartiers de prise en charge de la radicalisation. Donc là, ce sont des quartiers spécifiques. Il y en a 8 en France, dont 2 pour femmes, avec des conditions spéciales dont on va parler. Mais l'idée, c'est bien de les séparer du reste de la détention, et de les avoir en petits groupes, et de pouvoir faire en sorte qu'ils évoluent avec des échanges, avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, des médiateurs du fait religieux. Et l'idée, c'est donc, en quelque sorte, de commencer une forme de réhabilitation. Est-ce qu'on sait s'il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place justement autour de ces détenus, par exemple quand ils doivent être extraits de leur cellule, quand ils sortent en promenade, par exemple ? Oui, il y a des mesures spécifiques. Alors, elles sont différentes selon les 3 options que je viens de mentionner. Alors, même en détention ordinaire, ce sont quand même des détenus qui sont particuliers et donc qui peuvent faire l'objet d'un suivi spécifique. Mais en quartier de prise en charge de la radicalisation, il y a effectivement des mesures spéciales. Déjà, ils sont seuls dans leur cellule.
Donc, vous avez en tête probablement les chiffres récents de surpopulation carcérale en France. Donc, le fait d'avoir des détenus seuls, c'est évidemment des ressources spécifiques qui sont allouées à ce public qui est considéré comme potentiellement dangereux et qui doit être séparé du reste de la détention. Une unité de prise en charge de la radicalisation, un quartier de prise en charge de la radicalisation, typiquement, vous avez une douzaine de cellules, donc c'est relativement petit. Il y a beaucoup de prise en charge individuelle, mais il y a aussi parfois des activités de groupe. Ils peuvent aussi sortir sur des temps très réduits dans une cour de promenade qui est séparée de la promenade des autres détenus. Et typiquement, ils ne peuvent jamais être plus de 5. Donc il y a vraiment des conditions spéciales. Et puis par ailleurs, quand ils sont extraits de ce quartier pour un parloir ou autre chose, là aussi, la détention autour est organisée de manière à ce qu'ils ne puissent pas croiser d'autres détenus. Et puis il y a des fouilles systématiques quand ils sont extraits et qu'ils reviennent. Donc voilà, il y a effectivement une prise en charge spéciale de ces détenus, ce qui d'ailleurs a pu susciter parfois quelques critiques, notamment de la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Concernant ceux qui sont isolés, vous l'avez évoqué, mais je voudrais qu'on s'arrête sur le risque qu'ils comportent. C'est quoi le risque? C'est le prosélytisme, c'est le fait de commettre ou d'être agressé. Quels sont les risques ou quel est le risque principal? Alors, ceux qui sont orientés vers les quartiers d'isolement à l'issue de l'évaluation, c'est vraiment une minorité, autour de 10%. Et ceux-là, les risques qui sont identifiés, c'est soit un risque très important de prosélytisme et donc de radicalisation d'autres détenus, soit un risque de violence, puisqu'on sait que dans le lot, il y a des individus qui sont violents, qui l'ont montré par le passé et qui, de par l'évaluation, montrent des signes d'un passage à l'acte possible. Et donc, des mesures sont prises pour les séparer. Et dès qu'il y a des interactions avec du personnel pénitentiaire, celles-ci sont faites dans des conditions de sécurité strictes pour éviter une attaque. Chez un détenu, comment est-ce qu'on repère des signes de radicalisation ? Alors, il y a 2 types de catégories. Ça, j'aurais dû aussi le préciser dès le départ. Les personnes qui passent en évaluation sont soit des personnes qui sont poursuivies pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes. Dans le vocabulaire des prisons, on les appelle des TIS, des terroristes islamistes, et soit des détenus dits RAD. Donc ça, ce sont des personnes qui sont condamnées pour des faits autres que le terrorisme, entre guillemets des faits de droit commun, mais qui sont repérés comme radicalisés. Alors là, il y a des grilles d'analyse qui existent en détention, qui sont transmises aux professionnels à différents niveaux, à différentes catégories de professionnels pénitentiaires. Évidemment, ces grilles ne sont pas publiques. Il y a des versions précédentes qui avaient pu filtrer, mais elles ont été modifiées depuis. Et le point, je pense, important et qu'il faut souligner, c'est que au fur et à mesure qu'une forme d'expérience et même d'expertise a été acquise sur ces questions au sein de l'administration pénitentiaire, les grilles ont été raffinées, notamment pour bien faire la différence entre la religiosité et la radicalisation. Donc ce ne sont pas des signes extérieurs de religiosité qui vont entraîner un marquage comme radicalisé. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte, et notamment des postures politiques. Donc là, ça s'est effectivement précisé. Il y a des évaluations qui sont faites évidemment régulièrement. Il y a le passage en quartier d'évaluation de la radicalisation, mais une fois que ces individus sont ensuite orientés vers, par exemple, le quartier de prise en charge de la radicalisation, eh bien, il y a des professionnels qui régulièrement écrivent des rapports pour voir comment ces détenus évoluent, si l'évolution est positive ou pas. Et à l'issue du passage en quartier de prise en charge de la radicalisation, typiquement ça dure 6 mois, mais ça peut être reconduit, eh bien, toutes les issues sont possibles. Certains peuvent être envoyés en quartier d'isolement, même si c'est rare, et d'autres peuvent être orientés vers la détention ordinaire parce que le personnel pénitentiaire estime que l'évolution a été positive. Alors peut-être pour anticiper ou éviter la menace et le passage à l'acte, dans cette affaire de Condé, dans cette attaque de Condé-sur-Sarthe, la salle de convivialité avait été mise sur écoute. Est-ce que c'est un dispositif qui est utilisé régulièrement, fréquemment ou rarement par l'administration pénitentiaire ? Alors ça, très franchement, je ne peux pas vous répondre. Ce sont des choses très sensibles. Je pense qu'il y avait des éléments spécifiques qui justifiaient cette mise sur écoute, parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose d'habituel, donc il devait y avoir du renseignement. Mais encore une fois, j'exprime cet avis avec beaucoup de précaution, parce qu'on est sur des choses sensibles et secrètes. Est-ce qu'il existe d'autres outils pour lutter contre la radicalisation en détention ?
Alors oui, la manière dont ça se passe dans ces quartiers, notamment de prévention de la radicalisation, c'est qu'il y a ces échanges avec les professionnels que j'ai mentionnés, donc des travailleurs sociaux, des psychologues, parce que beaucoup ont des troubles psychologiques, des interventions sur la thématique religieuse par des médiateurs du fait religieux, mais en plus, il peut y avoir des interventions d'organismes ou de personnalités externes qui vont venir travailler sur des sujets spécifiques que le personnel pénitentiaire ne maîtrise pas forcément. Donc ça peut être des interventions de nature historique, sur des questions identitaires ou sur des questions géopolitiques, par exemple. On sait que les récriminations de nature parfois historique, identitaire ou géopolitique contribuent dans certains cas au phénomène de radicalisation. Et donc le fait d'avoir des professionnels qui peuvent intervenir et corriger certaines idées reçues diffusées par la propagande djihadiste peut avoir un certain effet auprès de certains détenus. Mais là encore, il faut être très prudent parce que ces interventions sont ponctuelles, alors que parfois la propagande reste présente de manière continue. 2 questions pour terminer. Est-ce qu'il y a un moyen pour réinsérer ces détenus et comment on dialogue avec ces personnes radicalisées et emprisonnées? Alors, le système est construit sur la tentative d'individualiser l'évaluation. Donc là, on en parle comme les individus, les détenus, mais en réalité, le système essaye justement de les mettre dans différentes catégories et d'évaluer leur degré d'imprégnation idéologique et leur degré de radicalité. Là, on parle de dispositifs en prison, mais il existe également des dispositifs qui arrivent après la prison, et notamment pour ce qui est donc du milieu ouvert. En France, il y a un dispositif qui s'appelle PERS, dont j'avais été chargé de l'évaluation, et qui est censé faciliter la réinsertion, la réhabilitation de ces personnes. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas éligible à ce type de programme. Certaines personnes, à l'issue de leur incarcération, sont encore perçues comme très radicalisées et il ne servirait à rien de les envoyer dans des programmes de ce type. Donc là, encore une fois, le système essaye d'évaluer les personnes et d'avoir une approche qui correspond le mieux aux différents profils. Merci beaucoup, Marc Ecker. Je vous en prie. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Affaire suivante, le podcast inédit revient la semaine prochaine.